sa qualité de fondatrice que nous la recevons sur ce plateau aujourd'hui. Elle, c'est Madame Brunel Mambou. Elle va donc nous faire découvrir son univers, son entreprise Chara World. Chara World, que je vous laisse donc le temps de découvrir à travers ces très beaux reportages. La suite, c'est juste après. Bienvenue dans l'univers de Chara World, une entreprise où l'aménagement, la rénovation et les relooking de votre maison sont à l'honneur à travers leurs touches de diversité et de créativité qui ne manqueront pas de vous ravir. Chara World offre également des accessoires d'art pour sublimer vos intérieurs. N'attendez plus, offrez-vous les gratins en matière de décoration en faisant appel au service de Chara World. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Mon Business. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui il s'agira de présenter l'entreprise Chara World et sur ce plateau, nous serons avec Madame Brunel Mambou. Bonsoir et bienvenue dans notre beau et charmant plateau. Bonsoir Madame Leila. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter Chara World. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais vous poser la question de savoir pourquoi Chara World. Ça signifie quoi? Donc, en gros, quand j'ai commencé l'entreprise, je voulais avoir un nom qui allait en gros caractériser chaque élément que je produirais dans l'entreprise. Donc sans savoir l'avenir, je me suis dit qu'il fallait créer un monde différent. D'où le nom Chara World, qui est tiré de caractère, Chara, et World, le monde de caractère ou l'univers du caractère, tout simplement. Est-ce que vous avez toujours su que vous voulez œuvrer dans ces secteurs d'activité depuis toute petite? Bon, toute petite, je ne dirais pas, vu que j'ai quand même eu un parcours assez compliqué. J'ai commencé en littéraire, j'ai chuté en art un peu plus tard, où l'université m'a rattrapée et j'ai commencé à l'académie en architecture d'intérieur. C'est à partir de là que je me suis vraiment un petit peu baignée du monde de l'art. Et petit à petit, je me suis décidée à commencer d'abord avec les tableaux parce que c'est les premières créations de l'entreprise, parce que ce sont des éléments que je plaçais souvent dans mes projets d'architecture d'intérieur. Et comme je ne trouvais pas toujours des modèles que je voulais, alors j'en créais. Et après, j'avais une amie qui m'a plus tard proposé, mais pourquoi tu ne le vends pas, tout simplement. Ok, alors on va dire en 2021, en décembre, fin décembre 2021, c'est quand l'entreprise a commencé avec les tableaux, mais en 2022, on s'est un peu plus ouvert à un plus grand secteur petit à petit. Et quel est ce sentiment que vous avez ressenti lorsque vous avez vendu votre tout premier tableau? Parce que vous avez dit que ça commençait par là. Oui. Je m'attendais pas à ce que ça se vende, déjà. Je l'ai proposé à une amie de la famille qui voulait tout simplement offrir un cadeau de mariage. C'est à partir de là, et je n'avais pas de fonds, forcément. Du coup, je pense que c'est ma maman qui m'a donné de quoi prendre le transport jusqu'à l'achat du cadre. Et en gros, c'est l'argent du client, sa vente, que j'ai utilisé pour faire tout ce qui est impression, etc. Et oui, j'étais quand même fière de moi. C'était un premier tableau, donc ça m'a poussée à continuer, à voir que oui, ça peut être vendu et commercialisé. Alors, vu que c'est Chara World qui nous réunit aujourd'hui, contez-nous l'histoire de son montage. Comment est-ce que vous avez monté cette entreprise? C'est comme je viens de le dire, hein, j'ai commencé en décembre, oui, décembre, on va dire mi-décembre, 17, 15 ou 19 décembre, où j'ai eu ma première commande en discutant avec une amie. Je lui ai proposé, elle cherchait un cadeau, tout simplement. Je lui ai dit, ok, je vends des tableaux. Ah, ok, tu pourrais faire ça. Donc, le premier tableau a été produit avec mon téléphone à 100%. Au début, je n'avais pas encore des signatures non plus. On va vraiment voir l'évolution entre le premier tableau jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Hein. Donc, elle m'a fait un transfert M-Pesa. J'ai eu de l'argent de transfert auprès de ma maman pour aller acheter le cadre et demander les prix des impressions, me renseigner parce qu'il fallait s'assurer que ça soit bien fait. J'ai dû acheter des emballages à magasin et je l'ai livré, on va dire 3 ou 4 jours après. Et entre-temps, j'ai discuté, comme je suis un petit peu comme je suis de l'académie, je discutais avec un de mes collègues qui m'a aidé à faire le tout premier logo parce que je me disais, entreprise sans logo, c'est un peu compliqué. Donc, on a monté un petit logo petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà.
On est passé des tableaux à tout ce que l'on propose, des sacs, des coussins, des services en architecture d'intérieur, etc. Alors jusqu'ici, Shara World, vous évoluez que sur les réseaux. Est-ce que vous avez un local fixe où vous exposez vos différentes œuvres? On est principalement sur les réseaux. Okay. La vente en ligne, on commande et vous voyez d'abord l'aperçu de votre article avant que l'on vous livre. Mais je travaille à 100% à la maison ou dans mon deuxième lieu de travail, l'Académie de Beaux-Arts, comme je suis assistante là-bas. Donc c'est entre les deux, la maison ou en ligne ou à l'académie. Alors vous œuvrez dans un secteur d'activité qui est l'art et la décoration. Est-ce qu'il y a des bases que ces secteurs requièrent? Je dirais oui, parce que j'ai quand même fait 5 ans en architecture d'intérieur. Et c'est en partie grâce à ça que je peux produire tout ce que je sais faire. Donc après, il y a peut-être des formations à faire si vous œuvrez. Dans la décoration d'intérieur, c'est autre chose. Dans l'architecture d'intérieur aussi, c'est autre chose. C'est deux métiers complètement différents. C'est deux univers différents. Oui, assez proches, mais différents quand même. Okay. Un architecte d'intérieur est forcément un décorateur d'intérieur, mais un décorateur d'intérieur n'est pas un architecte d'intérieur. D'accord. C'est là la différence. Okay. Donc, pour être architecte d'intérieur, c'est vraiment un vrai cursus qu'il faudrait suivre à l'Académie de Beaux-Arts pendant 5 ans. Bon, là, on a revu le système avec 4 ans avec le système LMD. Donc, c'est 4 ans d'études. Mais en décoration d'intérieur, c'est généralement des formations que vous pouvez faire en ligne. On vous donnera un brevet, mais que vous ne pourrez pas forcément faire tout ce dont un architecte d'intérieur fait. Okay. Bon, je conçois les plans, je bâtis à certains niveaux, je fais des rénovations, je fais des reconversions, je fais des aménagements, mais un décorateur d'intérieur ne pourra pas forcément s'aventurer sur le 100% des différentes actions que je viens de poser. Okay. Alors, au sein d'une entreprise, il y a toujours différents services ou alors produits qu'on propose. Parlez-nous de vos services ou alors de vos différents produits proposés dans Shara World. Bon, principalement, on va se baser sur des articles de maison, de décoration de maison. Donc, vous aurez des tableaux, vous aurez des coussins aussi avec des motifs, parce que tellement qu'on est toujours dans cet univers de caractère, on veut proposer plus de caractère aux Congolais. On a créé des motifs made in RDC que nous imprimons sur les coussins ou d'autres tissus. Parce que vous pouvez avoir pas seulement des coussins, vous pouvez vouloir revêtir votre canapé, le canapé de votre plateau par exemple. On pourra vous donner le portfolio de différents motifs que nous avons, que vous allez choisir. Après, imprimer sur vos tissus. À part ça, on va avoir des éléments de décoration. À part les tableaux, on a les miroirs qu'on a commencé aussi cette année. Toujours avec cette touche ethnique? Oui, toujours. On a beaucoup des formes assez irrégulières, organiques, mais aussi on s'adapte à différents clients. Donc on partira des miroirs assez simples, basiques, sans contour, aux miroirs en métal, aux miroirs en bois, aux miroirs en... C'est à vous de voir. D'accord. Donc ça sera vraiment tout un caractère différent que l'on va vous proposer. Donc voilà. Et on a également des sacs, des fourre-tout. Les fourre-tout, c'est plus parce que ça reste un élément que beaucoup d'artistes et aussi les mamans, enfin jeunes ou vieux, tous l'utilisent parce qu'on le trouve un petit peu partout. C'est juste des sacs où vous pouvez mettre n'importe quoi. D'où le nom fourre-tout. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Il est pas très compliqué, juste un tissu et une manche. Mais à la différence maintenant, c'est que moi j'ai toujours aimé ces sacs, mais on en trouve avec des noms ou des images forcément qui ne me plaisent pas. D'où j'ai voulu refaire pour avoir une touche personnelle. Donc vous pouvez écrire quelque chose. Vous pouvez écrire votre prénom dessus. Vous pouvez mettre une citation, une photo. On a souvent des thèmes, hein, des petits slogans que l'on utilise, des slogans courants que l'on entend ici à Kinshasa ou un peu partout, propres aux Congolais. On a Seka Mukeba Lulayo. C'est souvent mis sur, on va dire, c'est la pièce la plus vendue. C'est beaucoup utilisé sur les sacs parce que, je viens de le dire, vous avez souri. Donc, ça reste un élément qui plaît et qui attire.
Donc, ça sera n'importe quoi que vous pouvez écrire dessus, que ce soit les motifs, les photos ou autre. Ok, le tableau, en passant par les miroirs, les sacs fourre-tout, les coussins. Est-ce qu'il y a d'autres articles comme ça que vous proposez, d'autres produits? On a récemment publié une chaise qui reprend un petit peu le modèle datant des chaises à palabre ou bien Kitty-Koala, qui se pliaient tout simplement. On en a créé un Made in RDC, Made in Chara, avec des motifs qu'on a surnommé la chaise Ndaya. Elle a un tissu, elle porte un tissu en elle, imprimé, mais l'innovation c'est que, bon, il y a certaines parties de la chaise qui sont détachables, parce qu'en tant que designer aussi, on cherche à répondre à un problème, à plus faciliter aux occupants la tâche le plus possible. Donc avec cette chaise, vous pouvez la détacher, vous la déplacez facilement. Mais aussi, vous pouvez retirer le tissu à l'intérieur pour en mettre un autre. Vous pouvez, en gros, quand vous achetez la chaise, on vous propose un deuxième tissu. À votre choix. Parce que le premier, c'est celui-là. Le deuxième, vous allez nous dire, on le veut en noir. Et le deuxième tissu, on imagine que c'est offert par la maison? On réduit le prix. Ça, c'est vrai. On réduit le prix. Ça, c'est vrai. Parce qu'on est à Kinshasa, tout se discute. On est dans cette logique-là parce qu'on fixe pas, nous ne vendons pas à l'américaine ou à la française. On vend du Made in Congo comme un Congolais. Donc, entre Congolais, on doit être prêt à discuter. Voilà, le deuxième tissu, vous le choisissez, vous choisissez la couleur, vous choisissez le motif, même la couleur c'est la couleur de motif que vous pouvez mettre dessus. Donc, et plus tard, c'est sûr que le secteur va encore plus s'agrandir. Il y a des surprises à venir dans pas longtemps. Donc, on peut pas non plus tout exposer directement. Exactement. Alors, quand on met sur pied une entreprise, on cherche toujours à apporter une touche de particularité pour se différencier des autres qui œuvrent dans ces mêmes secteurs d'activité que vous. C'est quoi la touche de particularité que vous pensez avoir apporté dans ces secteurs d'activité? Bon, je dirais, pas seulement au niveau des produits, mais aussi c'est que nous nous efforçons d'identifier au fait chaque occupant. Chaque personne peut se reconnaître. Si vous n'êtes pas adepte des tableaux, des formes humaines ou des femmes, vous allez vous retrouver dans des slogans beauté ou autres. Si vous n'êtes pas adepte, donc on essaye d'adapter le plus possible. Et en vrai, c'est des éléments que moi-même j'aime, que je mets à la disposition des clients. Donc, chaque élément identifie un Congolais, peu importe. Chaque ethnie est représentée. Je pense que c'est à ce niveau-là que l'on sait toucher le plus de monde possible. Parce que quand on veut créer une entreprise, c'est vrai qu'on pense un petit peu à la classe haute. On se dit on va vendre aux autorités ou à autres personnes riches. Mais nous, on pense un petit peu à la classe la moyenne qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des tableaux à $1000, $800. Ils peuvent se retrouver à acheter un tableau de 5-10 $ chez Chara. Donc, chaque Congolais est identifié. Vous êtes riche, ok. Vous êtes pauvre, vous êtes moyennement riche, moyennement pauvre. Vous allez vous retrouver tout simplement. C'est ce qui fait, selon vous, votre particularité. Oui. Alors, ça se passe comment au niveau commande? Est-ce que vous vous soumettez à 100% à la demande de vos clients ou alors vous, entre guillemets, les imposez un tout petit peu votre direction? Imposer, non. Je dis entre guillemets. Non. Oui, bien sûr. Mais on est un petit peu au niveau, on écoute le client. Les commandes, je demande toujours de savoir qu'est-ce que la personne veut. Et quand c'est par exemple, si on va dans les objets, dans les sacs, le client, il peut dire, j'ai vu un modèle, Hakuna Matata, par exemple, qui m'a plu. Ok, je demande la couleur qu'il veut. Est-ce qu'il a une couleur préférée? Est-ce qu'il a un animal préféré? Pour que sa conception soit différente de celle qu'il a vue. Parce que la logique, c'est qu'on vendra plus, certes, beaucoup d'Hakuna Matata, mais tous les Hakuna Matata ne vont pas se ressembler. La typo sera différente, la couleur sera différente pour qu'elle puisse vous ressembler le plus que possible. Et que quand une personne va aimer ce sac, il va l'aimer, oui, mais il voudra lui-même aussi rajouter sa touche personnelle. Au niveau de l'architecture d'intérieur proprement dit, c'est sûr qu'on est dans un combat où aujourd'hui tout le monde veut du moderne, mais après on est dans la question d'identité, elle revient souvent. Beaucoup de forums en parlent sur comment on devrait avoir une architecture propre au Congolais. Alors c'est à ce niveau-là que oui, j'écoute le client,
mais j'essaye de plus lui proposer quelque chose qui va lui ressembler et ressembler à notre contrée. Donc, je lui poserai des questions et je lui proposerai des éléments purement africains, purement congolais, mais toujours se rapprochant de ses goûts à lui. Okay. Parce que je le dis souvent, tout le monde pense que si on doit avoir une décoration typiquement africaine, on doit avoir du rouge, du vert, du orange, du marron. Non, c'est vrai que les couleurs chaudes nous représentent, mais ce n'est pas que ça. Okay. Les éléments pourront être assez discrets, par exemple. On pourra juste avoir quelques éléments de décoration, des sculptures, des éléments à motifs, un tapis ou un fond de télé qui va vraiment représenter nos couleurs ou les origines du client. Tout cela passe dans une conception et c'est à ce niveau-là qu'on pourra avoir, le client va avoir sa maison qu'il veut et moi j'aurai vendu du rêve à mon client et je l'aurais montré aussi, mais aussi je serais restée dans ma logique de rester dans cette identité culturelle que je propose. Pourquoi vouloir rester à tout prix dans cette identité culturelle? C'est par peur de la perdre? Je dirais pas par peur de la perdre, mais plutôt pour le besoin de le conserver. Okay. Vous êtes congolais, c'est sûr que vous avez votre plat préféré. Quand quelqu'un vient chez vous, vous avez un invité, vous le proposez pas des frites et des bananes, vous lui donnez du pondu, vous lui donnez du pondu madès ou du fond-bois. Pourquoi je lui donnerais pas des éléments de décoration ou d'aménagement propres à un Congolais? Si je lui donne en termes de vêtements, je lui donne en termes de nourriture. Pourquoi ne pas le faire en architecture d'intérieur? C'est juste ça le souci. Ok. Alors, en tant qu'architecte d'intérieur, je suis sûre que nos téléspectateurs s'est posé la même question que je m'apprête à vous poser à l'instant. Est-ce que architecte d'intérieur ici dans notre pays, ou alors précisément à Kinshasa, est bien payé? Je dirais pas non, parce que ça dépend de projet. Okay. C'est au niveau des projets qu'on sait se rendre compte du coût, de ce que vous allez gagner, de ce que vous avez dépensé. La difficulté serait plus au niveau où les Congolais ne connaissent pas encore assez bien le métier et du coup ils ont tendance à le minimiser. Du coup ta facture reviendra un peu plus réduite parce que ils estiment que vous n'avez pas fait grand chose. Mais en amont ils ne savent pas toutes les recherches que vous avez eu à faire parce que avant de commencer un projet, oui vous voyez l'espace, vous voulez commencer la conception, mais vous devez vous rendre compte de chaque élément que vous allez mettre. Vous êtes censé sillonner un petit peu pour voir combien ça coûte dans les différentes maisons. Tout cela revient en vrai à avoir votre coût de la facture. Mais tellement que ce n'est pas très connu comme, on va dire, comme le travail d'un médecin ou d'un avocat, où on sait comprendre que non, les honoraires sont comme ça, etc. C'est difficile, c'est vrai, pour un Congolais de vraiment sortir du cash, comme ça, vous dire, OK, vous avez demandé $1000, vous avez demandé 600, tenez. C'est un peu difficile. Bon, on saura pas dire forcément que le métier, il paye pas. Le métier, il paye. C'est juste qu'il faudrait le plus possible montrer aux gens ce que l'on fait. Okay. Faut qu'ils arrivent à valoriser le travail. Y a-t-il des éléments ou alors des choses que vous déplorez au sein de ces secteurs d'activité dans lesquels vous œuvrez? Je pense que c'est parce qu'un petit peu tout le monde veut faire tout. Okay. On est architecte d'intérieur. Nous, on doit, je dis pas qu'on le fait pas, mais c'est sûr. On doit rester à notre place. Un architecte d'intérieur a un champ d'exécution. Okay. Il doit rester à ce niveau-là. On voit plein de bâtiments en train d'être inondés. Oui, mais au moment où l'architecte doit être là, on l'appelle pas. L'architecte d'intérieur n'est pas appelé. C'est l'architecte qui va tout faire. C'est le topographe qui va tout faire, ou c'est l'ingénieur qui va tout faire. Non. Pour qu'on arrive à évoluer, il faudrait que chacun arrive à rester à son niveau. Donc, comme vous êtes journaliste, par exemple, vous allez faire votre part, le caméraman fera sa part, le réalisateur fera sa part, etc. C'est comme ça que ça devrait aussi fonctionner, et ce n'est pas toujours ça. En tout cas, jusque-là, on n'y est pas. Okay. Mais bon, on espère que ça va. En tant qu'architecte d'intérieur, ce que je vais vous demander, c'est de nous faire entrer un tout petit peu dans votre monde en nous énumérant les bases à respecter dans ces secteurs que œuvrent les architectes d'intérieur. En gros, si je dois me mettre dans la peau de l'architecte d'intérieur, en clair, parce que tout ce que je fais, beaucoup sont des ressorts un petit peu de ce cadre-là.
En tant qu'architecte d'intérieur, on doit avoir les bases de savoir tout simplement ce que l'on fait. La première des choses quand on arrive dans une maison, c'est d'observer ce qui se passe. Ok. Comment elle est construite. Parce que souvent, c'est pour des aménagements ou bien pour des rénovations. Des rénovations, c'est que vous avez ce plateau et vous voulez tout changer. Il reste un plateau de télé, mais vous voulez tout changer. Quand j'arrive, je vais voir chaque élément. Je dois toucher chaque mur. C'est des murs porteurs. Okay. C'est juste des cloisons simples en bois, en gyproc. C'est ces genres d'éléments. Connaître les matériaux d'abord construits, utilisés dans cette bâtisse-là. Ça serait l'une des choses. Et après, les dimensions, s'assurer que ce que je veux apporter ne va pas déranger, ne va pas tomber, va tenir, etc., etc. Voir parce que on a la plupart des maisons à Kinshasa, on a un sérieux problème d'isolation. Quand on parle d'isolation, c'est que phonique ou thermique. Hein. D'une part, c'est que vous avez bien isolé cette place. Ça veut dire tout ce qu'on se dit ici, à l'extérieur, on n'entend pas. Ok, par là, on comprend que le métier d'architecte d'intérieur, ça va au-delà de l'esthétique. Oui. C'est comme ça que si vous voulez que de l'esthétique, vous appelez un décorateur d'intérieur. Okay. Il vous apportera de l'esthétique parce que il se force d'avoir son point fort à ce niveau-là. Moi, je vous apporterai de l'esthétique, mais de la fonctionnalité surtout. Okay. Parce qu'il faut que votre maison ou votre pièce fonctionne avant d'être belle. Si elle fonctionne, mais après, c'est pas joli, c'est compliqué. Mais après, c'est vrai que tout le monde veut avoir quelque chose de beau, mais tout le monde vit mieux dans quelque chose de fonctionnel que de joli. Parce qu'on a besoin de la fonction d'abord. On a besoin que l'on réponde à notre besoin à nos préoccupations. Que moi, mon salon, il est trop petit, mon canapé, il prend plus de place et tout. Ok, il prend plus de place parce que vous avez mis au mauvais endroit. Il y a une porte à côté, vous ne devrez pas le mettre à ce niveau-là, on va l'enlever. Soit on va la changer, on va mettre un pouf, soit on va mettre une petite chaise. Donc, c'est tout ça. Ok. Alors, Madame Brunel Mambou, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Ce que je vais vous demander, c'est de dire à nos téléspectateurs comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec vous. Alors, pour aller plus rapidement, on est sur les réseaux sociaux. On est principalement sur Instagram et Facebook. Donc, il y a un numéro de téléphone sur la page. Vous pouvez soit nous écrire directement sur les plateformes, soit nous écrire en privé. Vous choisissez Sharaworld sur Facebook et sur Instagram. Ok. Vous choisissez votre article. Après, on va vous donner les différentes étapes parce que vous choisissez, oui, vous voulez un sac, mais vous voulez quel genre de sac? Parce qu'il y a maintenant 2 types de sacs que nous proposons. Au lieu d'avoir seulement la bandoulière simple, il y a des hommes qui sont pas à l'aise avec, ils peuvent mettre au dos. Il y a le modèle aussi à dos possible. Donc, vous choisissez ces éléments, la couleur, ce que vous voulez. Et vous nous accordez 2 jours maximum, généralement. Ça dépend de l'ampleur de votre commande. Parce que même quand c'est des entreprises qui veulent ces genres de sacs pour offrir à leurs employés ou comme cadeau, par exemple, aux clients. Donc, ça dépend de tout ça pour avoir peut-être un timing. Mais après, vous écrivez, vous choisissez, on sait vous indiquer et vous envoyez l'élément avant qu'il soit fini pour que vous confirmez. Donc, cela peut prendre 1 semaine. Plus le client il va changer, plus on va essayer de s'adapter. D'accord. Mais c'est sûr qu'il y a une limite aussi. Donc, voilà. Après, son adresse et on lui livre où il sera. Merci, Madame Brunel. On va finir cette interview par votre propre définition de votre entreprise qui est Sharaworld. Votre caméra est juste là. Alors, Beauté Banaki, si on doit définir Sharaworld, alors c'est le monde de caractère que vous voulez créer. C'est le monde ou l'univers que vous voulez pour votre maison, pour votre bureau, pour votre salle ou pour votre chambre. Alors, dès que vous voulez un monde différent, dès que vous voulez votre caractère dans votre pièce, vous pouvez nous contacter. Merci, Madame Mambou. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir pour ce numéro de Mon Business. On espère que vous avez aimé ces moments passés ensemble avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Ne bougez pas, la suite, c'est dans Un Plus avec Samuel Moutoni.
Allez, c'est le moment d'un plus avec Samuel Moutoni. Bonsoir Samuel. Bonsoir Lila, merci de m'accueillir. Comment tu vas? Ça va très bien, pareil, respectueux. Et vous également? Ça va également. Alors, c'est quoi ce que tu nous emmènes aujourd'hui dans un plus? Allez, aujourd'hui dans un plus, nous parlerons de la gestion des données personnelles des clients. Aujourd'hui, c'est pas trop mis en exergue, mais je crois qu'avec le temps, ça peut devenir un sujet très majeur pour différentes entreprises. Et en quoi renvoie ce concept? La gestion des données personnelles de clients consiste à collecter, stocker et utiliser les données des clients de manière très respectueuse. Aujourd'hui, avec la digitalisation du commerce et le fait que l'informatique, la technologie avance, les entreprises se retrouvent à gérer moult données, que ce soit des adresses e-mail, des numéros de téléphone et même des données bancaires ou financières des différents clients. Donc, si on ne met pas trop en exergue cette capacité à bien les gérer, à bien les utiliser, il y a des risques qui peuvent encourir. Est-ce que c'est capital, la gestion de données personnelles au sein d'une entreprise? C'est très important parce que ça a des avantages et des conséquences. Par rapport aux avantages, aujourd'hui, quand vous gérez très bien les données personnelles des clients, on vous donne plus de confiance parce qu'il s'agit des données qui sont privées. Lorsque les clients sentent que vous mettez un peu plus en exergue l'importance de bien gérer leurs données, ils vous donnent plus de confiance. Ils peuvent accepter de continuer avec vous, accepter d'avancer avec vous, même permettre à d'autres personnes de rallier votre entreprise parce que vous gérez très bien leurs données. Et à part ça aussi, ça vous garde une très bonne réputation. Avec le temps, quand vous allez grandir en tant qu'entreprise, vous serez obligé de gérer plusieurs données. Et quand vous les gérez bien, vous les gérez de manière très respectueuse parce qu'il existe des lois qui vous contraignent à bien les utiliser. Vous avez un certain avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises. Et aussi, il y a le fait que, comme je l'ai dit précédemment, il y a des contraintes de la loi qui peuvent être un poids pour vous si vous avez cette manie à perdre les données de vos clients. Quels sont les risques qu'encourt une entreprise qui a une mauvaise gestion des données personnelles? Premièrement, c'est la fuite des données. Quand vous avez des informations sensibles, et que vous ne les gardez pas très bien, vous les perdez. Et aujourd'hui, il y a des filous qui ont cette manie à user des informations qui sont privées pour des gains qui ne sont généralement pas catholiques. Et quand vous êtes une entreprise qui a cette largesse-là, permettez-moi de le dire, cette incapacité à bien gérer vos données, vous avez les risques de la fuite des données et ça peut avoir beaucoup des effets sur votre entreprise. Vos données personnelles même peuvent être à la portée des personnes qui peuvent en user pour des mauvaises raisons. Vous pouvez perdre de l'argent. Vos clients potentiels peuvent avoir cette certaine réticence-là à venir vers vous et ça peut pousser votre entreprise à aller en faillite. Et aussi, il y a le fait qu'en tant qu'entreprise, vous avez des concurrents en face. Vous avez des gens qui regardent comment est-ce que vous gérez pour savoir quelles attitudes prendre pour vous contrecarrer. Et lorsque vous savez mal gérer vos données, vous avez cette difficulté-là à user avec respect des informations des autres. Je vais donner un exemple pratique. Aujourd'hui, avec le e-commerce, quand vous voulez acheter un produit, on ne vous donne pas le prix direct, s'il faut venir inbox. Et quand vous venez, vous discutez que pour ce produit-là. Mais après, il y a des gens qui se retrouvent dans des groupes sans leur consentement. Il y a des gens, quand vous vous retrouvez dans des groupes comme ça, on ne sait pas qui vient. On peut avoir le numéro d'un de vos clients, commencer à les chanter, à user des moyens qui ne sont pas bons pour soutirer certaines informations de lui et le faire mal. Et quand vous n'avez pas cette protection-là de données, vous pouvez mettre vos clients en pâture et il y a des mauvaises personnes qui peuvent tomber sur eux et ça va retomber sur vous. Comment procéder à cette gestion de données? Aujourd'hui, d'abord, il faut former le personnel parce que la majeure partie des pertes de données sont des erreurs humaines. Lorsque vous avez une équipe, il faut les enseigner par rapport à cela, leur dire que c'est hyper important de garder les informations que les clients ont décidé de leur propre gré de nous donner. Deuxièmement, il faut chiffrer certaines données, des données qui sont très très importantes pour l'entreprise. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à toutes les données. Utiliser des applications, avoir des pare-feux, avoir des antivirus qui peuvent vous protéger, vous en tant qu'entreprise, d'une intrusion qui peut venir de l'extérieur. Et puis troisièmement, pour terminer, n'est pas donner accès à tout le monde, à toutes les données. C'est-à-dire quand vous êtes une entreprise, ce n'est pas tout le monde qui doit être en contact des informations de vos clients. Seules les personnes qui sont habilitées à user de ces informations doivent être en contact avec ces informations. Et pour ajouter un point très essentiel à la fin,
toujours demander la permission de vos clients avant d'utiliser leurs données. Parce que ici, c'est là où le bas blesse. Vous donnez un numéro de téléphone, vous donnez votre mail pour une information qui est liée à une seule campagne, mais vous vous retrouvez 2 ans, 3 ans après avoir des mails de la même entreprise qui a lancé une autre campagne, alors que on vous a pas demandé de redonner votre mail pour que vous ayez accès à ces informations. Parce que les entreprises ont cette manie-là à avoir l'accord, l'approbation de leurs clients avant d'utiliser leurs données. Ça leur protège de beaucoup de représailles aujourd'hui. Merci Samuel Moutoni. Ça a été un honneur. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. C'est la fin de ce numéro de Mon Business. On espère que vous avez aimé ce numéro. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur notre télé. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.